Nous allons parler aujourd'hui des ateliers prévention que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises par rapport au burn-out, la prévention du burn-out, que ce soit aussi bien en atelier qu'en accompagnement. Donc, je dis bonjour à Thierry, bonjour Anita, bonjour Anne-Marie, bonjour Bérangère, bonjour Isabelle. Bonjour, je pense que c'est Joseph, Jean, voilà. Bonjour Sylvie et bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc, je vais vous faire le partage d'écran, ce sera beaucoup plus simple et on va commencer. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les ateliers prévention. Donc, effectivement, bon, bah là, on l'a vu. Si le micro fonctionne, mettez-moi OK, mais je ne peux pas puisque c'est une réunion et pas un webinaire habituel. Mais j'ai eu votre réponse de visu, enfin, avec la voix. Effectivement, pour que ce webinaire vous apporte le maximum de valeur aujourd'hui, je vous propose de couper Facebook, de couper le chat, de couper aussi votre téléphone ou le mettre sur vibreur, de mettre un casque pour mieux écouter, d'avoir un verre d'eau et surtout de quoi écrire. Pour tous ceux qui participeront à ce webinaire jusqu'à la fin, effectivement, avec le replay, vous aurez trois vidéos en cadeau sur le burn-out parental, puisque le burn-out ne touche pas aujourd'hui que le milieu professionnel, mais avec le télétravail qui a été mis en place et le confinement, on a de plus en plus de parents aujourd'hui qui vivent un burn-out parental. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous allons voir les ateliers prévention, mais si vous avez envie de recevoir par mail nos anciens webinaires, vous pouvez aller soit nous contacter sur burnoutfrance.com ou sinon, aller voir sur notre chaîne YouTube, vous avez tous les webinaires qui sont enregistrés sur la chaîne. Également, ce que je vous propose, c'est de noter dans le chat toutes vos questions justement pour qu'on puisse y répondre. Alors, je ne pourrais pas y répondre aujourd'hui parce que le webinaire est vraiment complet. Il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Mettez vos questions et je vais les récupérer à la fin. Et à ce moment-là, je vous répondrai avec un podcast ou sinon, je vous ferai une vidéo que je vous mettrai dans le prochain mail que vous recevrez. À qui s'adresse aujourd'hui ce webinaire? Alors, ce webinaire s'adresse à toutes les personnes qui sont DRH, managers, dirigeants et qui souhaitent justement en savoir plus sur les ateliers prévention pour prévenir les risques de burn-out dans leur entreprise, qui souhaitent aussi prévenir le burn-out en le dépistant et qui souhaitent éviter le burn-out et leurs conséquences, surtout pour leurs collaborateurs, parce que de plus en plus de DRH me contactent en ce moment, puisque depuis 2021, il y a de l'absentéisme, il y a des arrêts de maladie qui sont mis en place, qui sont demandés justement soit pour du burn-out, soit pour de la dépression, mais les deux cas ne sont absolument pas la même chose. Donc, les ateliers prévention sont nécessaires justement et pour vous-même et pour vos collaborateurs pour comprendre la différence et savoir si effectivement ils sont en plein burn-out ou ils sont à la limite d'en vivre un ou sinon s'ils sont en dépression. Ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Et également au niveau de l'entreprise, effectivement, le fait que les personnes soient absentes en arrêt de maladie ou qu'il y ait justement cette étape de burn-out qui se met en place, parce qu'on verra tout à l'heure, il y a 4 phases dans le burn-out. C'est dès les premières phases, il y a vraiment un désintéressement de la personne, un stress qui est là, qui est prononcé, qui est vraiment important. Donc, la personne ne s'investit pas de la même manière dans son travail. Donc, il risque également d'y avoir au niveau de l'entreprise et de vos collaborateurs une perte de cohésion d'équipe. Également, si vous souhaitez éviter les rechutes pour les personnes qui ont vécu un burn-out et quand elles reviennent sur votre lieu de travail, sur le lieu de travail, il est essentiel de les accompagner et on verra pourquoi tout à l'heure. Également, si vous voulez cultiver plus un bien-être au travail et éviter justement de cultiver un terrain favorable à l'apparition du burn-out, ce webinaire est fait pour vous. Et également, si vous voulez favoriser un mieux-être et vivre ensemble au travail avec beaucoup plus d'enthousiasme et de joie. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir aujourd'hui dans ce webinaire, alors attendez, il y a des participants qui viennent d'arriver. Voilà. Je suis vraiment désolée, d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Et moi qui déteste la technique, alors là, c'est un peu catastrophique pour moi aujourd'hui. Mais ça va bien, on va le prendre avec le sourire et tout est parfait. Voilà. Alors aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons voir ce qui se passe dans les entreprises et ce que nous dit la loi par rapport au burn-out. Alors j'ai rajouté ce qui était vraiment le burn-out, mais ça va être vraiment un résumé
parce que vraiment, le webinaire aujourd'hui est vraiment sur les ateliers prévention et le coaching, l'accompagnement individuel. Si vous voulez vraiment savoir beaucoup plus sur le burn-out, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aller voir nos anciens webinaires sur la chaîne YouTube, vous nous envoyez un mail et on vous les enverra. Ensuite, vous verrez comment et pourquoi faire de la prévention santé en entreprise, quels sont les avantages et en quoi c'est bénéfique pour vos salariés et vos collaborateurs. Et également, à la fin, nous verrons notre vision, la vision de burnoutfrance.com, de la prévention et de l'accompagnement. Alors, s'il vous plaît, coupez vos micros pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà, tous les micros sont coupés. Alors, qui je suis pour vous proposer ça? Alors, moi, je suis experte en savoir-être et en leadership. Aujourd'hui, j'accompagne les cadres, les managers et les dirigeants qui sont à la limite de vivre un burn-out ou qui en ont déjà vécu un. Mais surtout, j'accompagne les personnes qui ont vraiment pris conscience, après avoir vécu cette étape de leur vie, qu'il était vraiment essentiel de travailler sur eux pour vivre différemment cette étape que la vie nous propose. Parce qu'il y a toujours un avant et un après burn-out. Et le burn-out est là vraiment pour nous apprendre des choses sur nous et qu'il est vraiment essentiel et nécessaire de dire stop, stop à nos habitudes, à nos attitudes et remettre en place de nouvelles choses. Donc effectivement, j'accompagne les personnes qui ont vécu cette étape et qui sont justement dans cette prise de conscience. Alors, mon parcours professionnel, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans différentes sociétés dans le commerce. Je pense que j'ai fait tout ce qu'on peut faire dans le commerce, dans le marketing. J'ai également eu plusieurs sociétés. Et il y a quelques années, le dernier poste que j'ai eu en tant que salarié, c'était un poste de business analyst dans un grand groupe américain. Et j'étais complètement en décalage horaire en permanence, une incapacité à gérer mon stress, une incapacité à gérer mes émotions. J'étais vraiment dans une communication avec les autres qui était toujours dans le conflit, qui était très conflictuelle et avec ma hiérarchie, avec mes collaborateurs, parce que j'avais ce mal-être, j'étais incapable de gérer mon stress et j'étais quelqu'un d'hyper perfectionniste. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait que tout soit parfait. Donc, je me mettais une pression et un stress qui augmentait chaque jour. Et au fur et à mesure de cette incapacité à gérer tous ces états-là, petit à petit, mon corps m'a envoyé des signes. Mon corps m'a dit qu'il était essentiel de m'arrêter. Je n'ai pas voulu écouter ce qui se passait dans mon corps. Et petit à petit, je suis allée vers ce burn-out, vers la phase 1, 1, 2, 3, jusqu'à arriver à la phase 4, où je me suis réveillée un matin et j'étais complètement paralysée du cou jusqu'aux pieds. Et effectivement, donc là, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai été hospitalisée parce que j'avais une chute de tension qui était très importante, puisque mon corps était vraiment dans cet épuisement total. Et je suis restée hospitalisée à peu près 2-3 semaines pour pouvoir remonter ma tension. Et quand je suis sortie de l'hôpital, donc là, j'ai fait le chemin habituel des personnes qui sont dans cet état-là. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a envoyée chez un psychiatre, qui m'a mis sous antidépresseurs. Et je n'ai pas voulu prendre ces antidépresseurs parce que je ne me sentais pas dépressive. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que j'avais des mauvaises habitudes et des mauvaises attitudes en moi, mais je ne me sentais pas en dépression. Donc, j'ai cherché en parallèle les techniques qui pourraient m'aider, telles que, et là, je me suis dirigée vers la sophrologie, vers la PNL, vers l'EFT, qui est une technique de libération des émotions. Donc, au départ, j'ai fait toutes ces formations, c'était pour moi-même, pour aller mieux. Et petit à petit, j'ai vu qu'effectivement, avec tous ces outils, alors qu'il y avait des choses qui fonctionnaient et il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, j'ai fait un mix un peu de chaque technique dans tous les outils que j'ai appris, dans toutes les formations que j'ai eues. Je me suis formée, j'ai été certifiée dans chacune de ces pratiques. Et à la fin de cette certification, j'ai vu effectivement, j'ai fait un mix et j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Respire. Et avec cette méthode, j'ai créé un cabinet où j'ai accompagné à peu près sur les 300 personnes que j'ai eues en 2 ans, j'ai accompagné 190 personnes qui vivaient justement un burn-out ou qui étaient à la limite, enfin qui avaient vécu un burn-out ou qui étaient à la limite d'en vivre un. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai créé petit à petit cette méthode, je l'ai adaptée au fur et à mesure des personnes qui venaient me voir. Et on a travaillé avec les médecins justement pour qu'il y ait une diminution pour les personnes qui étaient à la limite d'en vivre un, pour qu'il y ait une diminution des médicaments justement en mettant en place la gestion des émotions, la gestion du stress, reprendre confiance en soi, savoir mettre en place ses priorités. Bon, on verra tout ça tout à l'heure avec la méthode Respire. Voilà qui je suis. Et après, donc quand j'ai accompagné ces personnes, donc comme je vous ai dit à peu près en tout, j'ai accompagné 300 personnes. Les personnes qui sont venues par la suite n'étaient pas spécialement des personnes qui vivaient un burn-out, c'était plus des cadres, des managers, des dirigeants. Et à ce moment-là, je me suis
posée, je me suis demandé qu'est-ce qui était en amont, qu'est-ce qui était vraiment en prévention nécessaire de mettre en place pour pas que ces personnes vivent un burn-out. Et c'est comme ça que j'ai vraiment travaillé sur le savoir-être et j'ai créé en parallèle le centre de formation du savoir-être et du leadership à Marseille qui va plus travailler sur l'être et qui va accompagner les managers parce que les personnes qui vivent un burn-out, généralement, ce qui est remonté, hein, c'est vraiment l'environnement aussi qui est. Alors, il y a la gestion du stress qui est difficile à mettre en place et à adapter dans le poste que la personne occupe, mais il y a également l'environnement parce que les managers aujourd'hui et les dirigeants, eux aussi, vivent une pression et la plupart du temps ont du mal à faire ce tampon entre la pression qu'ils ont de leur hiérarchie et la pression qu'ils vont renvoyer à leurs équipes. Donc, travailler sur son être complètement aligné, travailler sur la gestion des émotions, la confiance en soi, avec la méthode du savoir-être et du leadership, c'est complètement, on va travailler en amont et on va être vraiment, on va pas être pansement, on va être vraiment en prévention. Et ça va justement créer plus de cohésion dans les équipes et ça va apporter un mieux-être et à terme aussi dans les équipes s'il y a une diminution du burn-out. Donc, voilà qui je suis. Et depuis quelques mois, j'ai créé la plateforme burnoutfrance.com puisque justement, de plus en plus de DRH sont revenus vers moi, des personnes avec lesquelles je travaille et que je forme au centre du savoir-être et du leadership sont revenus vers moi en me disant, voilà, on a de plus en plus de collaborateurs dans d'autres services que ceux que vous avez accompagnés qui vivent aujourd'hui un burn-out. On sait que vous aviez auparavant cette méthode. Est-ce que vous voulez bien la remettre en place? Et vu que le nombre a augmenté, c'est pour ça qu'on a remis en place avec burnoutfrance.com ces accompagnements et ces ateliers prévention dans les entreprises. Alors, pourquoi je fais ce webinaire? Parce que justement, comme je vous disais, en général, j'accompagne à peu près sur un roulement, puisque les accompagnements se font entre 5 et 9 mois. J'accompagne à peu près 50 managers et dirigeants par an, donc tant que le roulement se met en place. Et je constate également les mêmes résultats, les mêmes préoccupations et les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Il est vraiment essentiel que dans les entreprises, on mette aujourd'hui ces ateliers prévention parce que parfois, la personne est en train de vivre un burn-out elle-même, hein, même que ce soit un manager, un dirigeant ou même un DRH ou même un collaborateur, et elle ne s'en rend pas compte. Donc, plus on va informer en amont, mieux ça va être. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec certaines entreprises en Suisse où effectivement la prévention est vraiment primordiale pour eux parce que plus on va prévenir, plus on va pouvoir agir rapidement et moins il va y avoir une perte de productivité pour l'entreprise et il va y avoir des coûts qui vont être diminués puisque si vous avez vos salariés qui quitte votre entreprise ou qui est absent ou qui vit son burn-out, ça va être un arrêt qui va être quand même assez prolongé avant qu'il revienne et qu'il reprenne son poste. Effectivement, soit à un moment donné, il y a une séparation qui se met en place si la personne ne se sent pas prête à revenir. Quand il n'y a pas un accompagnement, c'est ce qui se passe généralement. Donc, il y a une perte pour l'entreprise avec des coûts qui sont vraiment importants s'il y a un recrutement à remettre en place et justement le temps aussi de pouvoir remplacer la personne pendant son absence. Donc, plus vous allez prévenir, mieux ce sera. Et également, il est primordial pour moi que les salariés, les managers et les dirigeants comprennent ce que les personnes vivent quand elles vivent un burn-out, qu'il y ait une compréhension de la part de l'environnement professionnel, parce que aussi, comme on disait tout à l'heure, parfois une personne va être en dépression. Enfin, on va croire qu'elle est en dépression, elle est plutôt en burn-out. La dépression et le burn-out ne sont absolument pas les mêmes choses. Et parfois, tout simplement, la personne a juste besoin de se reposer et elle n'est pas en phase de burn-out. Mais il est essentiel aussi que tout l'environnement professionnel soit au courant des signes, comment ça se passe et justement quelles sont les attitudes et les comportements des personnes qui sont en burn-out, de celles qui sont en dépression et de celles qui sont simplement fatiguées. Et plus vous allez mettre ces ateliers prévention, plus vous allez avoir une ouverture qui va se créer. Et vous allez voir avec le retour de nos clients, hein, de nos participants à nos ateliers, vous allez voir qu'effectivement, c'est ce qui revient. Hein. C'est super, ma DRH a mis ça en place, je me rends compte qu'il y a de la reconnaissance de la part de la hiérarchie vis-à-vis du salarié ou du collaborateur est très important, puisqu'aujourd'hui, le manque de reconnaissance et la perte de reconnaissance fait que de plus en plus de salariés démissionnent à cause de ça.
Donc, plus vous allez créer ce climat d'écoute et de prévention, plus la personne va se sentir reconnue dans ce qu'elle vit. Il va y avoir une liberté de parole qui va se créer et la personne aura plus tendance à venir vous voir en tant que manager, dirigeant ou DRH pour pouvoir parler de ce qu'elle vit et vous pourrez mettre ensemble justement ce qui est nécessaire pour l'accompagner. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises et ce que nous dit la loi. Alors, effectivement, aujourd'hui, par rapport au burn-out, un salarié sur deux se sent vraiment épuisé. Plus d'un Français sur trois déclare déjà avoir vécu un burn-out au cours de sa carrière. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, oula, je ne sais plus ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment un burn-out? Donc, c'est important de poser la question également. Et on a, depuis le mois de mars, dans les statistiques, on se rend compte également que les managers vivent eux aussi des burn-out. Il ne faut surtout pas oublier qu'on a demandé à nos managers et à nos dirigeants aujourd'hui, avec le télétravail qui a été mis en place, d'être beaucoup plus proches de leurs équipes, de mettre en place de nouvelles choses, de sortir de leur zone de confort, de gérer les visioconférences, de gérer le télétravail à distance, de gérer aussi le mal-être de leurs collaborateurs. Et parfois, ils ne sont pas préparés, ils ne savent pas comment justement détecter. Moi, je le vois avec les managers que j'accompagne en coaching individuel. Certains me disent, mais attends Laurence, on me demande d'aller détecter dans mes collaborateurs s'ils vont bien ou s'ils ne vont pas bien. Mais c'est difficile pour moi parce que j'ai l'impression d'être intrusif. Là, déjà, il y a la caméra, on n'est plus au téléphone, on n'est pas justement allé boire un café. Donc, il n'y a plus ce lien qui est là, cette connexion qui est là. Et avec la visio, c'est difficile de dire à la personne comment tu vas. Elle a l'impression que je scrute son environnement. Donc, je vois derrière, les personnes mettent des panneaux, mettent des images pour pas que je vois l'environnement personnel de la personne. Donc, comment tu veux que je lui demande est-ce que tu vas bien ou est-ce que tu vas pas bien? Donc, c'est vrai qu'il y a cette pression aussi qu'on a mis en place vis-à-vis des managers et de plus en plus, certains se sentent complètement dépassés parce que nous avons vécu en 2020 et en 2021, c'est très difficile pour eux de s'adapter et de mettre en place ce nouveau management. Alors, dans les nouvelles générations, c'est beaucoup plus facile puisqu'ils ont l'habitude de travailler avec Internet, de travailler avec l'ordinateur. Mais sur les baby-boomers ou sur la génération Y, on a encore quelques difficultés. Parce que la génération Y n'est pas celle… Alors effectivement, eux aussi, ils sont nés, ils ont travaillé. C'est une génération qui a mis en place l'ordinateur et qui est rentrée avec de l'informatique. Mais ceux qui sont plus âgés ont des difficultés. Donc, c'est important aussi de tenir compte que vos managers ont aussi des risques de burn-out. Ce n'est pas seulement les collaborateurs ou seulement les équipes. Alors, ce que nous dit la loi, c'est qu'effectivement, et ce qu'on vit dans les entreprises aujourd'hui, c'est que les risques psychosociaux, le stress, le burn-out, c'est des mots qu'on utilise et qu'on entend beaucoup dans les médias aujourd'hui. Mais ça traduit aussi un mal-être et aussi un ressenti envers le travail qu'on ne sait pas toujours exprimer. Même si le burn-out est devenu un mot courant, c'est difficile d'expliquer à son collègue ou à son manager ou même à sa DRH ou son DRH de dire, voilà, je suis en plein burn-out, parce que le burn-out a encore une connotation négative. Et effectivement, derrière ces termes, il existe une diversité de situations. C'est-à-dire que je peux vivre un burn-out parce que je suis en relation avec mes clients, mais comme je suis dans cette partie, dans ce comportement de perfectionnisme et de qualité que j'ai envie d'apporter à mes clients, c'est difficile pour moi de pouvoir, si je ne peux pas répondre aux besoins de mon client, c'est difficile pour moi de pouvoir continuer. Je perds le sens de mon travail, je perds le sens de mes tâches habituelles. Et petit à petit, je vais justement sombrer dans cette phase de burn-out et je vais vraiment me couper de ma relation avec la hiérarchie et je vais perdre en cohésion et je vais perdre aussi en lien avec mes collaborateurs. Et on verra tout à l'heure, dans le burn-out, on a plusieurs phases, mais je vais aussi être dans cette dépersonnalisation, je vais devenir cynique vis-à-vis de mes collaborateurs, je vais avoir un regard avec un jugement permanent. Alors, ce n'est pas que du jour au lendemain, j'ai un problème avec mes collègues, c'est simplement que je vais regarder le monde du travail qui m'entoure et mon environnement avec de plus en plus de cynisme et un recul, c'est-à-dire que je vais prendre du recul pour ne plus être affectée émotionnellement. Donc, il est essentiel de discuter concrètement de ces sujets au travail, de demander de disposer d'un espace aussi pour pouvoir le faire, mais aussi
plus on va avoir un cadre qui va aborder la discussion, il va y avoir justement, plus on va avoir des interlocuteurs qui vont être impliqués, plus on va créer ce climat de confiance. Et aussi que la porte d'entrée soit les RPS, hier, puisque jusqu'à aujourd'hui, on entendait beaucoup parler des RPS et puis le burn-out a pris le dessus par rapport aux RPS. Il est important vraiment de remettre dans votre entreprise au cœur du débat, justement, de voir ce que vivent vos salariés, parce que ça va aussi ouvrir la parole. On a de plus en plus de personnes qui viennent nous dire « je suis harcelée par tel ou tel manager ». Donc, plus vous allez avoir l'information, parce qu'on va vous parler de harcèlement, moral, plus vous allez avoir l'information, plus vous allez pouvoir aussi agir avec vos managers. Parce qu'effectivement, si un manager utilise du harcèlement moral, est-ce que c'est vraiment du harcèlement moral ou est-ce que lui-même ne va pas bien? Est-ce qu'il a des difficultés dans son poste? Donc, ça va vous permettre d'avoir aussi un point de vue et un regard qui va être complètement en globalité avec toutes les personnes qui constituent votre entreprise. Donc, le burn-out, c'est vraiment un syndrome d'épuisement. On va le voir tout à l'heure, c'est en constante augmentation. Donc, on l'a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, son coût pour l'individu et son employeur sous tous les plans est considérable. Alors, il touche plutôt les bons éléments. Et c'est faux de croire que quelqu'un qui vit un burn-out est quelqu'un qui n'est pas un bon élément pour l'entreprise. Au contraire, la personne est surinvestie. Si elle vit un burn-out, c'est parce qu'elle se surinvestit dans son travail. Elle est constamment présente, elle est constamment sollicitée et elle fait de son mieux. C'est quelqu'un qui généralement est très perfectionniste et qui veut répondre au mieux dans la qualité et qui est toujours dans la quantité. Elle a plein d'informations à diffuser, à donner. Elle est surmenée, elle se suradapte. Donc, c'est quelqu'un qui veut bien faire dans son entreprise. Ce n'est pas quelqu'un qui est au départ détaché de son entreprise. Au contraire, elle est investie à 1000% dans son entreprise. Et elle a justement une forte conscience professionnelle. Donc, le service des ressources humaines, l'encadrement, les services de santé au travail ont, de par justement leur positionnement et leur mission, un rôle de prévention à jouer en termes de dépistage en s'appuyant sur un ensemble de signaux tant individuels que collectifs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus vous allez avoir des signaux individuels qui vont remonter, plus vous allez voir en collectif ce qui se passe vraiment. Est-ce que le manager met en place du harcèlement moral ou effectivement, est-ce qu'il a des difficultés lui aussi à gérer? On l'a vu tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc, ça va vraiment être, vous allez voir sur la prévention, la prévention va vous permettre de voir ce qui se passe en collectif dans votre entreprise. En France, la loi du travail est claire. On a des lois justement pour la protection des salariés. Un employeur a l'obligation de garantir la santé et la sécurité de ses employés au sein de son entreprise et doit prévenir les risques psychosociaux. Certaines actions doivent être mises en place si vous constatez justement que l'un de vos salariés se trouve dans une situation de détresse, que ce soit physique ou psychologique, et qu'il encourt un risque de burn-out. Et les personnes qui en sont victimes et qui ont plusieurs syndromes, ces syndromes sont difficilement décelables parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, ça va être en fonction d'un environnement. Donc, plus vous allez être dans la prévention, plus vous allez pouvoir répertorier tous les cas de figure, plus la personne va pouvoir se retrouver dans cet état et effectivement savoir si elle vit ou non un burn-out. Et le burn-out aujourd'hui n'est pas considéré comme une maladie professionnelle par rapport à l'État et par rapport à la loi. Donc, mais petit à petit, la médecine du travail la reconnaît quand même de plus en plus. Donc, qu'est-ce que le burn-out? Le burn-out, c'est vraiment un syndrome de l'épuisement. C'est un processus de dégradation du rapport de l'individu à son travail. Le burn-out est vraiment un burn-out professionnel. Comme je vous disais au début de cette conférence, de ce webinaire, il y a également aujourd'hui un burn-out parental qui est là, qui est évident puisqu'on constate de plus en plus. Vous avez également le burn-out de l'étudiant. Je ne sais pas si vous avez entendu les infos récemment, mais on a constaté que certains élèves qui passaient le bac français se sont mis à pleurer à l'oral de français, étaient en larmes et les professeurs n'ont pas su gérer justement
justement face à l'examen et en tant qu'examinateur, n'ont pas su gérer ce qui se passait en face, mais les élèves se sont effondrés par rapport à cette situation que nous vivons depuis 2020 et cette pandémie mondiale. Et justement, il y a eu une dégradation de la vie des étudiants et également ce stress, cette pression qui est là. Et on voit de plus en plus aussi de burn-out chez nos chers étudiants. Donc là, on va parler du burn-out professionnel. Donc c'est vraiment un processus de dégradation. Le burn-out ne vient pas du jour au lendemain, c'est vraiment une accumulation de stress, c'est-à-dire que le stress ne va plus pouvoir, le corps ne va plus pouvoir gérer le stress qu'il emmagasine, hein, et c'est cette accumulation qui petit à petit va amener au burn-out, qui va complètement vider la personne de ses ressources et la personne va finir par s'écrouler, par brûler de l'intérieur. Ça veut dire ça, burn-out. Ça veut dire brûler de l'intérieur. Donc, c'est un syndrome qui est caractérisé par un état de fatigue extrême, tant une fatigue mentale qu'une fatigue physique. Et plus, justement, on va être dans cette fatigue, plus on va avoir des difficultés à gérer son stress, on va avoir une difficulté à gérer ses émotions et on arrive petit à petit à la phase de burn-out. Donc, effectivement, il comporte 3 dimensions, l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la diminution de l'accomplissement personnel. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que notre corps n'entend pas. Comme je vous disais tout à l'heure au début du webinaire, quand moi j'ai vécu mon burn-out, j'avais mon corps qui m'envoyait des signes, qui me disait « Oh là là, il est temps que tu t'arrêtes ». Et je me rappelle même à l'époque, ma DRH est venue me voir en me disant « Écoute Laurence, là, il est essentiel que tu t'arrêtes. Tu ne peux pas continuer comme ça, donc je vais te demander pour le mois de décembre de prendre au moins 10 jours. » Mais comme je ne comprenais pas ce que je vivais, c'est exactement ça, ma tête ne voulait pas entendre ce que mon corps était en train de lui dire, que j'étais vraiment en train de disjoncter, que j'étais en train de brûler à l'intérieur. Donc, je prenais ça plutôt comme une remarque désagréable en disant « Mais attends, non, je t'assure, je vais y aller, je peux continuer, c'est parfait, tout va bien, tout va très, très bien. » J'étais vraiment dans cette phase de déni. Et plus on va dans cette phase de déni, plus on va petit à petit vers le burn-out. En réalité, notre corps, quand il nous envoie des signes, il n'est pas là pour nous faire du mal. Hein. Il nous envoie des signes pour nous dire « Arrête-toi, tu es fatigué, il est temps que tu prennes conscience que là, je n'en peux plus. Il y a trop de stress qui est accumulé dans mon corps. Aujourd'hui, je vais à la limite, je suis à la limite. » Donc, le corps va nous envoyer des signes. Parfois, ça va être un blocage du dos. Moi, ça a été aussi les cristaux dans les oreilles. Donc, voilà, on va avoir plus de choses. On va avoir le genou qui nous fait mal, ou on va avoir un blocage de cheville, on va avoir du mal à marcher, on va être complètement aussi... ça peut être aussi tout le dos qui est paralysé. Enfin voilà, on a des signes qui se présentent petit à petit, ou aussi des rhumes à répétition, des angines. On va avoir plein de signes qui vont se présenter, mais généralement, on est justement dans cette phase où on n'a pas envie d'écouter parce qu'on se croit surhumain et on a l'impression d'être indispensable à l'entreprise. On a l'impression que si on quitte son job, effectivement, tout va s'écrouler. Donc, on est là en en suradaptation. Voilà. Et à un moment donné, justement, voilà ce que je viens de vous dire, le corps nous dit stop, mais il a beau vouloir nous secouer, on refuse complètement d'écouter ce qu'il est en train de nous dire et on va petit à petit, justement, dans la phase 2, dans la phase 3 et qui nous amène à la phase 4. Donc, le burn-out, c'est vraiment un stress chronique qui est subi au travail. Mais c'est un stress qui va être en accumulation. C'est-à-dire que si je vis un stress une fois de temps en temps, une fois par semaine, parce que j'ai une réunion qui est importante pour moi et si le reste coule parfaitement et que tout va bien dans le poste que j'occupe, je ne vais pas vivre un burn-out. C'est vraiment l'accumulation du stress qui va faire petit à petit que ce stress va devenir de plus important. Il va y avoir cette fatigue et comme je vais être fatiguée aussi, épuisée moralement, physiquement, du coup, je vais avoir du mal à gérer ce stress et ce stress va vraiment rester bloqué à l'intérieur et plus ce stress va être présent, plus je vais dans les différentes phases. Le corps est vraiment fatigué, voilà. Et plus on va être justement dans ces phases qui avancent, plus on va douter de ses compétences, sur ses qualités, sur soi-même. On va devenir de plus en plus irritable et vraiment l'épuisement émotionnel va venir s'appuyer sur l'épuisement physique. Et comme je vous l'ai dit, voilà, le burn-out ne vient pas du jour au lendemain. C'est vraiment un processus qui se met en place et c'est vraiment des signes d'alerte qui sont envoyés. Donc, plus vous allez faire des ateliers de prévention, plus vous allez prévenir vos salariés, vos cadres, vos managers de ce qui se passe et du risque de burn-out, plus les personnes vont être informées, plus elles vont pouvoir travailler en amont. Et alors, j'ai envie de vous dire que si on ne met rien, on ne peut pas éviter le burn-out. Je vois sur Internet comment éviter le burn-out, comment éviter ci. OK, c'est un terme qu'on utilise pour vous dire qu'il y a des
possibilité d'éviter. Mais quand on ne fait rien, si on continue et si on laisse le processus, comme le burn-out est un processus qui s'est mis en place avec la fatigue et le stress, si je ne mets rien, effectivement, je ne peux pas éviter le burn-out. Si je ne mets rien en place, si je ne change pas d'attitude, si je ne change pas d'habitude, si je n'apprends pas à être alignée, à comprendre comment je fonctionne, à gérer mon stress, mes émotions, j'y vais forcément. Donc, je ne peux pas l'éviter. L'éviter, c'est vraiment prendre conscience qu'il y a des choses chez moi qui ne fonctionnent pas dans mes attitudes et dans mes habitudes. Ok, peut-être que dans le milieu professionnel, il y a des choses qui sont aussi à changer, mais il y a aussi des attitudes, des habitudes chez moi qui ne fonctionnent pas. Donc, plus je vais travailler sur moi, plus je vais pouvoir prévenir et éviter. J'aime pas trop ce mot éviter, mais bon, je vous le dis quand même. Voilà. Mais c'est vraiment parce qu'il est essentiel de prendre conscience qu'on a des choses à changer. Alors, on va arriver aux 4 phases du burn-out. Donc, la première phase, c'est vraiment la phase d'alarme. C'est vraiment cette phase où je vais avoir le stress qui va se présenter, le stress qui va être là, mais je ne vais pas du tout l'écouter. Et effectivement, notre corps a la possibilité, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'homéostasie, que je vous ai mis l'homéostasie sur cette slide-là, le corps a la possibilité de se régénérer, c'est-à-dire que quand je vis un stress, si je vis un stress dans la journée, rien qu'avec en laissant le corps au repos, en allant me balader, en faisant autre chose, en faisant une autre tâche, le stress va diminuer, le corps va reprendre son état normal, c'est-à-dire sans stress. Par contre, ce qu'on vit aujourd'hui dans les postes que nous occupons, dans le travail que nous avons, c'est-à-dire que nous n'allons pas vivre qu'une période de stress, nous allons vivre des stress qui vont être répétés. C'est-à-dire que je vais avoir un pic de stress, je vais redescendre, ça va remonter, je vais redescendre, ça va remonter, je vais descendre, ça va remonter. Et c'est ça qui va justement petit à petit être difficile à gérer. Parce que si j'ai qu'un stress dans la journée, c'est bon, je respire, je vais me balader, je prends un verre d'eau, je me pose, je regarde quelque chose qui va plutôt me faire rire sur YouTube. Et voilà, et je suis passée dans un autre état émotionnel et du coup, ça va mieux. Mais si j'ai plusieurs pics dans la journée qui se présentent, c'est difficile pour moi de laisser justement cette capacité au corps avec l'homéostasie de reprendre son état normal. Donc, la phase 2, c'est vraiment la phase de la résistance. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai ce stress qui est prononcé, mais je n'y fais pas attention et je ne mets rien en place. Donc, la personne va s'habituer progressivement à ce stress et c'est là où vraiment on est dans la phase de résistance. Puisque comme la personne s'adapte, elle se suradapte à ce stress, elle dit « Ok, c'est pas grave, je peux gérer », comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à moi, hein, je peux gérer, tout va bien. Mais le corps, lui, n'oublie pas qu'il a eu ce stress puisqu'il n'a pas pu l'évacuer, il n'a pas pu l'enlever, il n'a pas pu se libérer de ce stress qui est présent. Donc, le corps, lui, va commencer cette souffrance et va commencer à mettre en place le processus. Mais ce qui est dangereux dans la phase 2, c'est que la personne est vraiment dans une phase de déni où vous allez la voir, vous allez lui dire, mais tu es épuisé, il faut que tu t'arrêtes. La personne va dire, non, non, c'est bon, t'inquiète, tout va bien. Oui, c'est un peu de stress en ce moment, mais ça va. Donc, si la personne est dans le déni en face de vous et que vous voyez qu'effectivement, non, ça ne va pas, c'est un signe d'alerte. Et également, on va avoir ensuite la phase de rupture qui là, vraiment, où l'organisme a vraiment atteint la limite et ses capacités de résistance. Donc, on a les symptômes de la phase 1 qui vont réapparaître en phase 3, alors que justement, comme on est dans le déni en phase 2, on ne vivait pas ce stress-là et ces signes-là, mais en phase 3, les signes reviennent et ils reviennent beaucoup plus forts et beaucoup plus prononcés. C'est là où vraiment commence à s'installer le recul, le cynisme, voilà, où je vais avoir plutôt un regard cynique par rapport à mon poste. Je vais avoir ramené à la maison tout ce qui se passe, tout ce qui tournicote dans ma tête, les pensées négatives, je vais ramener ça à mon domicile et ça va être difficile aussi pour les personnes avec lesquelles je vis puisqu'elles ne comprennent pas ce que je suis en train de vivre, ne comprennent pas pourquoi je n'arrive pas à gérer, pourquoi je n'arrive pas à faire de coupure. Et là aussi, il va s'installer un mal-être dans le couple. Et la phase 4, justement, on a le burn-out qui est présent, qui est là, où on a vraiment cette coupure et le système de défense est vraiment dépassé. La personne a perdu confiance en elle, toute motivation et elle est vraiment en arrêt. Et là, il y a justement ce corps qui disjoncte complètement et ce corps qui se coupe de tout et qui se met à l'arrêt total. Puisqu'on n'a pas voulu l'écouter, on n'a pas voulu nous mettre en arrêt auparavant. Donc, le corps dit, c'est bon, tu ne m'as pas écouté. Et même, si vous voulez, quand je vous disais que le corps nous veut du bien, c'est-à-dire que le corps, on arrive même à se poser la question, mais de quoi tu as besoin comme épreuve pour que je te dise stop?
Et c'est ça, c'est la question que notre corps nous pose en nous mettant des signes. C'est OK, je t'ai envoyé ça, tu comprends pas. Je t'ai envoyé ça, tu comprends pas. Je t'ai envoyé un truc encore plus difficile à gérer physiquement, tu comprends pas. Donc, de quoi tu as besoin? Parce que moi, vous voyez, c'est une relation aussi avec votre corps. Parce que quand on vit un stress, on se coupe petit à petit de son ressenti corporel, de ses émotions, de ce que le corps peut nous envoyer comme information. Et plus on va se couper de ces informations, plus le corps va envoyer des choses qui sont de plus en plus lourdes à accepter. Et à un moment donné, il y a cette cassure où le corps nous dit, bon, ok, tu n'as pas voulu comprendre, tu viens un burn-out. Et alors, ce n'est pas une punition, hein. C'est simplement parce que le corps a besoin de se reposer. Le corps est en train de dire, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quel signe t'envoyer pour que tu comprennes que là, c'est plus possible. Et effectivement, bah, lui se met en arrêt et dit, voilà, je m'arrête et je ne peux pas aller plus loin. Donc, les signes de burn-out, généralement, c'est que soit vous ou une personne de votre entourage, comme on l'a dit, vit de la fatigue, des douleurs dans la poitrine, articulaires, abdominales. Ça passe aussi par des problèmes intestinaux, également des émotions qui sont variées, une frustration qui est présente, des poursuites d'idéaux élevés, c'est-à-dire que je me mets une pression, j'ai ce perfectionnisme qui est là. Alors, être perfectionniste, c'est pas négatif, hein. Moi, je suis quelqu'un qui, justement, était dans la perfection pendant des années, des années, des années. Vous voyez, auparavant, ce qu'on a eu en début de webinaire avec justement cette incapacité à mettre un webinaire en place avec Zoom et être plutôt en réunion aujourd'hui plutôt qu'en webinaire. Auparavant, je n'aurais pas compris, je n'aurais pas su gérer. Là, je dis, bon, bah voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. On essaye de… Le but, c'est de vous donner l'information. Après, je vais plus être, vous voyez, dans de l'expertise plutôt que dans de la perfection. Dire, j'ai envie de transmettre justement mes informations, que ce soit via une réunion ou via un webinaire. L'outil fonctionne. Voilà, donc effectivement, je vous ai demandé de couper vos micros. Vous avez vu ce qui s'est passé en début, mais ce n'est pas important. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de vous transmettre l'information. Donc, ce côté perfectionniste, il est toujours là, puisque mes slides ont justement ce côté perfection, mais pas dans la perfection. Ce côté est plus expert. Je vais plus vous donner mon expertise plutôt que vous apporter mon côté perfectionniste qui ne va vous servir à rien du tout. Également, il y a des troubles du sommeil. Alors, le trouble du sommeil se positionne de plusieurs manières. Soit j'ai des difficultés à m'endormir puisque j'ai les pensées qui tournicotent, soit sinon j'arrive à m'endormir, mais j'ai un sommeil qui n'est pas réparateur, un sommeil qui va être entrecoupé pendant la nuit. Et le matin, je me réveille, je n'ai pas récupéré. Également des vertiges, des malaises et justement, peut-être que les personnes dans votre entourage ou vous-même vivez depuis quelque temps des horaires de travail élargis. C'est ce qu'on voit avec le télétravail. Alors, je sais que certains DRH et les dirigeants sont maintenant super d'accord avec le télétravail et souhaitent justement mettre cet outil et cette manière de travailler dans leur entreprise. Hein. J'ai vu l'autre jour qu'il y avait 85% des DRH qui étaient OK pour cette manière de travailler et qui trouvaient justement que ça avait des avantages pour l'entreprise puisqu'on réduisait les coûts et que c'était 10 fois mieux. Maintenant, le télétravail doit être encadré. Et ce que je vois, moi, chez les managers et les dirigeants que j'ai coachés ces derniers mois, c'est qu'effectivement, lors du premier confinement, c'était très facile puisque la personne était complètement du jour au lendemain à la maison, elle ne savait pas faire, donc elle a quand même pris, les personnes prenaient du temps pour elle. Mais du fait que personne ne savait pas comment faire hein, avec ce premier confinement, les managers et les dirigeants n'ont pas été vraiment… il y avait plus l'humain dans certaines entreprises avec lesquelles je travaille qui ont été mis en place et c'est vrai que la productivité et la rentabilité avaient été mises de côté. Là, dans le deuxième confinement qui a été demandé au mois d'octobre, il y a eu des pertes, c'est-à-dire que de mars à juin, il y a eu des pertes de productivité. Il a fallu rattraper pour justement avoir le même chiffre d'affaires ou augmenter ses bénéfices ou pouvoir justement arriver à tenir le bout hein, et ne pas être en dépôt de bilan ou en faillite. Donc, on a demandé lors de ce deuxième confinement plus de productivité. Et là, justement, les horaires ont été élargis. Les personnes ont eu du mal à gérer et ont repris la même pression qu'elles avaient auparavant, avant le premier confinement, même démultipliée par 10, par 20, par 30, parce que justement, elle ne savait plus gérer de la maison. Et bon, après, vous pouvez aller voir notre webinaire sur le télétravail, ce sera beaucoup plus expliqué. Une suractivité, alors certains vivent des crises de pleurs ou une indifférence émotionnelle. Et surtout, une déshumanisation des rapports et des relations, c'est-à-dire qu'avec leurs collaborateurs, il ne va plus y avoir le même lien qui était créé auparavant, il va y avoir une coupure de lien.
Des difficultés à imprimer plus l'information, c'est-à-dire que je vais avoir du mal à me concentrer, je vais avoir des problèmes de mémoire, je vais avoir aussi des problèmes à comprendre ce qui m'est demandé. J'ai tellement de stress qui est présent. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on passe un examen, quand on est jeune, certaines personnes, face au stress, vont complètement se couper et ne vont plus aller chercher, ne peuvent plus aller chercher l'information pour pouvoir répondre à une question très simple. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir un collaborateur à qui vous allez poser une question et il va être incapable de vous répondre, mais sur une chose très simple. Mais ce n'est pas parce qu'il est idiot ou qu'il ne comprend pas ce que vous êtes en train de lui dire, c'est simplement que l'information que vous êtes en train de lui donner ou la question que vous êtes en train de lui poser, elle ne rentre plus, il n'arrive plus à imprimer, il n'arrive plus à comprendre ce que vous lui dites. Il y a vraiment cette coupure qui se crée. L'impossibilité de se concentrer et un retrait social des relations amicales et également privées. Un sommeil non réparateur, on l'a vu tout à l'heure. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, comment et pour quelles raisons faire de la prévention santé en entreprise? Alors, si vous avez des questions sur la première partie, je vous propose effectivement, comme là, je ne peux pas y avoir accès, de les mettre dans le chat. Comme ça, je les verrai et je pourrai y répondre en fin de webinaire si on a le temps. Je regarde le temps, voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous préparerai un podcast ou une vidéo avec toutes les réponses à vos questions. Alors, le stress, la fatigue chronique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les gestes répétitifs, l'addiction justement digitale, c'est autant de facteurs qui vont influencer sur le bien-être de vos salariés, mais également sur la bonne santé de votre entreprise. Améliorer la qualité de vie au travail est donc essentiel. C'est pour ça que justement de mettre des ateliers prévention va être essentiel pour votre entreprise, à la fois individuellement et collectivement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour optimiser la productivité en entreprise dans son ensemble. Également, vous allez repérer à temps les signes avant-coureurs de l'usure et vous allez pouvoir justement avec ces ateliers formation, information, vous allez pouvoir prendre conscience dans quelle phase est votre salarié. Et également, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup plus de paroles ouvertes, comme on l'a dit, et la personne va venir plus facilement vers vous. Également, vous allez pouvoir décoder les symptômes du burn-out et définir un plan d'action. Le suivi est une étape indispensable également pour éviter les rechutes, c'est-à-dire qu'on fait de la prévention, ok, on va donner un atelier prévention pour permettre à nos collaborateurs, à nos managers, à nos dirigeants d'avoir l'information, mais c'est important aussi d'avoir un suivi. Donc, il vous est demandé, après les ateliers prévention, que vous ayez un suivi avec vos collaborateurs et avec les personnes qui constituent votre entreprise pour voir effectivement où elles en sont. Mais avec justement la possibilité de comprendre dans quel état de phase elles sont, c'est beaucoup plus facile pour elles aussi de venir vous voir et de dire, voilà, là je suis en phase 1, je sens que je passe en phase 2, ok, qu'est-ce que je mets en place pour repasser en phase 1? Et vous allez vraiment mettre aussi une collaboration, un soutien, un accompagnement qui va être là de votre part en premier. Après, on peut mettre des accompagnements en place avec la méthode Respire, on le verra tout à l'heure. Mais déjà, vous pouvez vous-même, en tant que DRH, manager ou dirigeant, mettre en place aussi un accompagnement et être beaucoup plus à l'écoute de vos collaborateurs. Le changement qui est apporté aujourd'hui par les nouvelles formes d'organisation du travail, telles que la création d'open space aussi et des bureaux partagés, la réorganisation des équipes ou du management, le développement, comme on l'a vu, du télétravail, mais aussi certaines transformations sociétales, comme le développement des techniques numériques, ont conduit à l'apparition de nouveaux troubles de santé chez les salariés qu'il est important d'anticiper. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter du jour au lendemain d'utiliser des boîtes mail, on ne va pas arrêter du jour au lendemain d'utiliser son portable. On a pris ces habitudes, on a ces habitudes qui sont ancrées en nous. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est normal d'avoir son portable, de regarder ses mails pendant qu'on est en train de parler avec sa femme ou son mari le soir à table ou avec ses enfants. Donc, c'est essentiel pour nous d'être toujours en relation avec notre entreprise. Voilà, il y a des coupures à mettre en place. Donc, c'est vraiment, on ne va pas arrêter du jour au lendemain, mais on va apprendre à utiliser ces moyens différemment, justement, pour pouvoir se préserver. Et les entreprises qui intègrent de plus en plus des actions de prévention autour de la culture du bien-être,
Il y a de plus en plus également de salariés qui le demandent. C'est-à-dire que plus vous allez mettre ça en place, plus vous allez avoir aussi de la part de vos salariés une certaine fierté. Je sais qu'avec les entreprises avec lesquelles je travaille, dans lesquelles j'ai mis le savoir-être et le leadership, je sais qu'aujourd'hui, les salariés ont vraiment une appartenance à l'entreprise qui a été développée. Ils sont fiers de faire partie de leur entreprise parce que justement, ils ont pu bénéficier de cette formation qui les a aidés pendant la période de Covid, puisque justement, dans le savoir-être et leadership, on a la gestion du stress, dans tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le fait que l'entreprise ait permis aux salariés, aux managers et aux dirigeants, aux directeurs de mettre en place cette formation dans leur entreprise. Alors, au départ, c'était un petit peu mal perçu, mais ils ont petit à petit, ils ont adhéré à cette façon de faire, à cette façon d'être et ont développé des outils, des attitudes, des habitudes qui leur ont permis pendant cette période de Covid et cette période de télétravail de dépasser tout ça avec enthousiasme. Il y a aussi de plus en plus, aujourd'hui, on est sollicité de la part d'acteurs extérieurs. Je le vois, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont contacter des coachs, des sophrologues, des organismes aussi privés pour pouvoir faire ces ateliers de prévention. Il y a aussi la CRAM, les mutuelles, les assurances qui justement mettent en place ces ateliers soit dans la nutrition, soit dans les médecines douces, dans le sommeil. Donc, on a de plus en plus d'ateliers prévention qui sont mis en place dans les entreprises. C'est vraiment créer un lien avec vos salariés. C'est vraiment leur montrer aussi qu'ils comptent pour vous et qu'il y a vraiment cette reconnaissance entre vous et eux. Alors, attention, le fait de reconnaître qu'il s'agit d'une maladie due au travail signifie qu'on impute à l'employeur une éventuelle part de responsabilité dans la situation et dans l'état de la personne en situation de burn-out. Et cela peut être très négatif, très néfaste aussi pour votre e-réputation. Il ne faut pas oublier que quand on est recruteur ou quand on est DRH, manager, dirigeant, on va recruter de nouvelles personnes. Aujourd'hui, le monde du recrutement a changé avec Internet, les nouvelles générations, avec l'intergénérationnel, les générations Z vont plutôt aller voir votre e-réputation. Et effectivement, ces personnes-là vont aller surfer sur le net en disant « Ok, qu'est-ce qui se passe dans telle entreprise? Comment ça se passe ?» Il y a des forums sur le burn-out, il y a des forums sur le mal-être au travail. Donc, vos salariés, quand ils ne sont pas bien, ils vont aussi poster des situations qu'ils sont en train de vivre dans votre entreprise. Et qu'est-ce qui se passe pour votre e-réputation? Effectivement, Google, rien qu'avec un nom ou un mot, fait remonter beaucoup d'informations sur les uns, sur les autres, mais les entreprises n'y échappent pas. Donc, tout ce qui va être posté de la part de vos salariés sur les forums, mais parfois, ce n'est pas du tout mis dans une mauvaise intention, c'est juste que la personne se renseigne par rapport à la situation qu'elle est en train de vivre, puisqu'elle n'a pas d'informations dans son entreprise, elle n'est pas informée de ce qu'elle vit ou des risques qu'elle a à vivre un burn-out. Du coup, elle va aller s'interroger, elle va poser des questions sur les forums et de fil en aiguille, elle peut malheureusement mettre le nom de votre entreprise. Donc, effectivement, si quelqu'un, en tant qu'une jeune génération, même n'importe quelle génération, on va taper des informations, on va rechercher des informations sur l'entreprise, qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes qui vivent un burn-out et que rien n'est fait dans l'entreprise, ça ne nous donne pas envie du tout d'y aller. Par contre, si on voit qu'effectivement l'entreprise est proche de ses salariés et qu'elle est à l'écoute de ses salariés, qu'elle met des ateliers prévention aussi bien dans la nutrition que dans le bien-être, que dans le sommeil, tout ce qu'on a vu sur la slide précédente, ça va donner une autre image de votre entreprise et ça va donner envie justement au potentiel, au haut potentiel ou à n'importe quel salarié de vouloir travailler dans votre entreprise. Il faut vraiment prendre conscience que c'est essentiel pour les personnes qui sont recrutées, que l'ambiance au travail est le premier critère pour savoir si la personne va rester ou ne pas rester dans l'entreprise. Donc, faites attention à ça. Également, cette part de responsabilité de l'employeur ouvre de fait des voies de recours possibles, éventuellement dommages et intérêts pour la personne qui traverse le burn-out sur certaines conditions.
Alors, si votre objectif aujourd'hui, je regarde l'heure pour voir où on en est, oui, je me dépêche. Si votre objectif en tant que DRH, dirigeant, manager est de repérer pour vous-même ou vos collaborateurs les signes d'un futur burn-out, d'éviter de cultiver un terrain favorable à l'apparition du burn-out, vous souhaitez accompagner le retour au travail d'un collaborateur ayant vécu un burn-out, renforcer la cohésion des équipes, proposer une réflexion globale sur le bien-être, préserver le capital santé et bien-être de vos collaborateurs, améliorer la qualité de vie de vos salariés. Effectivement, notre vision de la prévention et de l'accompagnement burn-out peut vous apporter un mieux dans tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que nous allons mettre en place ensemble. Mon souhait, c'est vraiment de vous apporter les meilleures solutions. Donc, je vais pouvoir vous apporter plusieurs solutions en prévention avec les ateliers conférences, comme on a vu sur le burn-out, en soutien, c'est-à-dire que j'accompagne que les personnes qui sont en phase 1 ou qui sont en retour au travail et qui ont vécu ce burn-out et qui, justement, avec un accompagnement de votre part, ont pris conscience qu'il était essentiel qu'elles aient des aides parce qu'on ne peut pas faire un accompagnement individuel si la personne n'est pas OK. On ne peut pas imposer ça. C'est vraiment d'un commun accord. Donc, c'est aussi quelque chose que vous pouvez apporter en soutien retour au travail, un accompagnement en coaching. Mais également, on travaille sur l'environnement professionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la formation Savoir-être et Leadership du Centre de formation du savoir-être et du leadership que j'ai créé depuis 5 ans. Au niveau de la prévention, alors, je mets juste, voilà. Les séances d'information sur le burn-out sous forme d'exposés ou d'ateliers qui vont être vraiment destinés aux managers, aux DRH, aux RH, mais également aux salariés, hein, parce que là, ça peut être mis, alors ça peut être mis dans plusieurs cas de figure, soit pour vos dirigeants, soit pour vos collaborateurs, soit pour une équipe en particulier. Ça va permettre justement de découvrir, de dépister les signes avant-coureurs et d'informer sur les risques psychosociaux de stress chronique. Alors, notre plus, c'est que vraiment, de par ma connaissance en entreprise, j'ai quand même travaillé plus de 25 ans dans l'entreprise et c'est le retour de mes clients, c'est que le fait d'avoir travaillé dans divers secteurs d'activité, justement dans la banque, dans l'assurance, en tant que commercial, dans l'immobilier, dans la métallurgie, enfin bon, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. Ça me permet, et justement à différents stades de l'entreprise, ça me permet d'avoir justement cette capacité de m'adapter à vos besoins et ce sera beaucoup plus de m'adapter à l'objectif, c'est-à-dire effectivement vers quel public on va mettre, pour lequel public on va mettre en place ces ateliers prévention et quel est justement, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre entreprise pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins. Et les conférences et les ateliers sont réalisés aujourd'hui sous forme de classes virtuelles, puisqu'avec le Covid, on ne peut plus mettre en place du présentiel. Et ce qui va faciliter justement vos collaborateurs, c'est qu'on peut avoir un nombre beaucoup plus important. Et également, ça permet à vos collaborateurs de pouvoir se connecter de leur domicile ou sinon dans une salle. Et là, même, vous pouvez créer plus de cohésion. C'est-à-dire que si vous faites ça dans une grande salle dans votre entreprise, vous pouvez proposer après un déjeuner pour créer plus de cohésion et remettre justement le lien, que les personnes puissent se parler. On va créer de l'ouverture aussi par rapport à ça. Pour quelles raisons de faire de la prévention santé en entreprise et quels sont les bénéfices pour vos salariés, pour votre entreprise? Effectivement, il y a la loi qui demande de faire de la prévention santé, mais c'est aussi pour protéger vos salariés, pour améliorer la rentabilité de l'entreprise, accroître la productivité et la qualité, contribuer à une image positive de votre entreprise, également la prise de conscience de chacun dans ce qu'il vit, la possibilité d'instaurer ce dialogue et cet accompagnement préventif avant l'arrêt de travail et également l'accompagnement post-burnout et également ces moments d'échange et de convivialité autour d'un intervenant qui est expert quand même, puisque ça fait plusieurs années que je travaille dans mon domaine d'activité. Je suis vraiment experte dans le burn-out et dans l'accompagnement, mais également dans les ateliers et dans les conférences. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? C'est un atelier de prévention de 2 heures en ligne où on va justement, alors je vous donne quelques thèmes, mais comme je vous l'ai dit, il y a une adaptabilité qui est mise en place, c'est-à-dire une adaptation. De quoi vous avez besoin? Quel est votre environnement? Qu'est-ce que vivent actuellement vos salariés, vos collaborateurs? Donc voilà, mais là, c'est les thèmes qui peuvent être abordés et ensemble, on peut en mettre d'autres. Quels sont les premiers symptômes, les différentes phases? Quel lien entre le travail et le burn-out? Le burn-out est-il différent de la dépression? Comment savoir si quelqu'un de notre entourage vit un burn-out? Quelles solutions à apporter et comment faire pour s'en sortir? Voilà, ça c'est un type d'atelier conférence qui peut être mis en place. Donc, les conférences et les ateliers participatifs sont vraiment sous forme de classe virtuelle, on l'a vu, et généralement c'est pour un groupe de 15 personnes au maximum.
Les effets positifs, voilà ce que le retour de nos clients, hein, c'est que les participants ont retrouvé confiance en eux, beaucoup ont changé et durablement. Cela a permis de mettre à plat de fausses idées et mieux comprendre ce qu'ils vivaient. Les participants ont appris des choses qui leur ont été très utiles. Il y a eu beaucoup de prises d'initiative dans la suite de ces ateliers-conférences. Les ateliers ont suscité globalement un fort intérêt et un haut degré de satisfaction. Ça a créé plus de cohésion positive du groupe des personnes qui étaient présentes, mais également au sein de l'entreprise, puisque si je suis informée des risques de burn-out et des signes précurseurs, je vais pouvoir aussi détecter si un de mes collaborateurs ou un de mes collègues est dans cette phase-là ou dans quelle phase il se trouve, et je peux aussi lui dire, bon écoute, là repose-toi, prends du temps, prends 2 jours, vide-toi la tête, voilà, va te balader 1 heure et quand tu reviens, ça ira mieux, quoi. Donc c'est aussi, je me sens beaucoup plus en lien et je crée beaucoup plus de cohésion avec mes collaborateurs. Il y a aussi une décision de la part de personnes d'avoir une meilleure hygiène de vie et de mettre en place des choses. Certains, justement, ont changé en regardant des tutos sur Internet. Il n'y a pas eu forcément un accompagnement en place de la part de l'entreprise, mais il y a eu des personnes qui ont décidé de changer des choses, de mettre en place de nouvelles choses, d'aller écouter des tutos, de faire du développement personnel, de faire du yoga, de la méditation. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont ressorties, ou également des choses, mettre plus de temps d'aller, bon maintenant on ne peut pas trop avec le confinement, mais aussi de prendre plus de temps pour aller à l'extérieur, de marcher dans un parc, d'être avec plus des réunions avec des amis, même malgré le Covid, mais pendant les périodes de déconfinement, voilà, c'était être plus en lien aussi avec les autres et mettre en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes. Il y a aussi des mises en valeur de leur savoir-faire, puisque les personnes ont compris que c'était seulement parce qu'elles étaient en phase 1 ou en phase 2, qu'effectivement, aujourd'hui, elles avaient des difficultés à faire, mais en travaillant sur leur être, enfin avec ces ateliers conférences, elles ont compris que c'était plus je travaille sur mon être, plus je me réaligne, mieux je gère mes émotions, mieux je gère mon stress, plus justement je peux développer encore plus mon savoir-faire et reprendre cet optimisme, remettre du sens dans ce que je fais. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui ont été remontées à la suite de ces ateliers. Également, ça a été beaucoup plus facile aussi pour certaines personnes, puisque là, on ne l'a pas vu, mais vous pouvez le voir dans le webinaire qu'on a fait dernièrement, que j'ai fait dernièrement le mois dernier sur le télétravail, le confinement, et également le premier sur le burn-out. Les personnes ont tendance, comme j'ai des difficultés à gérer mon stress, je crois qu'en fumant plus, ça va me permettre de mieux gérer mon stress. Je crois qu'en prenant un petit verre d'alcool le soir, ça va être beaucoup plus facile pour moi de gérer mon stress. Sauf que le petit verre d'alcool, un premier soir, va être là le deuxième soir, va être là le troisième soir. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, je vais tomber dans de l'alcoolisme ou sinon je vais tomber dans de la boulimie parce que j'ai besoin de remplir ce vide, de calmer ce stress. Donc, je vois qu'en mangeant, ou sinon de l'anorexie, où je vais tomber aussi également dans de la drogue, dans des drogues douces peut-être, parce que les médicaments sont aussi des drogues. Donc, voilà, je vais petit à petit tomber dans toutes ces addictions. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile pour moi avec ces ateliers prévention, puisqu'on en parle dans les ateliers prévention. On parle de ces cas de figure et de ces possibilités. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile d'en parler avec son médecin, avec sa famille, et de mettre en place des choses qui sont en adéquation et en cohérence avec ça. Également, les personnes qui ont participé ont beaucoup parlé à ceux qui ne pouvaient pas participer. Et encore une fois, ça a créé cette cohésion positive avec leurs collaborateurs, puisqu'ils ont pu détecter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si leurs collaborateurs étaient en train de vivre un burn-out ou pas. Les témoignages, c'est j'ai pris conscience que ce qui se passe dans ma tête, ma négativité permanente, mes pensées qui tournent sans cesse, et que je ramène chez moi, c'est important, mais c'est plus difficile à régler qu'un problème de santé. C'est-à-dire que le burn-out, c'est ce qu'on a vu, c'est le stress, c'est les pensées qui tournent. Donc, les personnes ont vraiment pris conscience que c'est plus difficile de travailler là-dessus que de travailler sur, par exemple, un mal de gorge. Parce qu'un mal de gorge, je prends un médicament, mais là, c'est vraiment travailler sur soi et être vraiment en cohérence avec soi-même et travailler sur son alignement personnel. Donc, effectivement, que les personnes n'avaient pas à régler des petits stress, mais une accumulation de stress. Les ateliers leur ont permis d'apprendre des choses, à mieux s'exprimer et à mieux dire ce qu'ils pensaient. Ils ont la possibilité aussi d'en parler. Enfin, voilà. Donc, je vais passer cette slide rapidement parce qu'on a dépassé le temps, parce que je sais que votre temps est précieux, comme le mien. Donc, voilà. Vous aurez dans le replay les slides. Et en termes d'accompagnement, donc là, on a vu la prévention. Donc, en termes d'accompagnement, qu'est-ce qui se passe pour la personne? L'accompagnement d'une personne est vraiment indispensable dans la
quasi-totalité des cas. Pourquoi? Parce que ça va permettre à la personne de rebondir, de lui redonner envie d'agir et justement ne pas lui imposer quelque chose qui pourrait être une forme de projection de la part de l'entreprise. Donc, plus je vais accompagner la personne, mais je ne vais pas accompagner la personne en me disant tu as besoin d'être comme ci, tu as besoin d'être comme ça. C'est OK, tu as vécu tu es dans la phase 1, donc est-ce que tu es OK pour te faire accompagner? OK, si tu es OK, moi, tu vois avec la personne qui va t'accompagner, je ne vais pas te demander d'être comme ci ou d'être comme ça. Travaille sur toi, développe-toi, trouve ton alignement et après, on voit comment justement tu peux mettre les choses en place dans tout ce que tu auras appris dans ton poste, remettre du sens, reprendre confiance, bon, etc. La nécessité aussi de respecter les rythmes et la temporalité de la personne, c'est un accord mutuel, c'est ce qu'on vient de dire, et non imposé par l'entreprise. Cet angle d'approche qui est l'accompagnement aussi post-burnout, puisque là, ce qu'on a vu, c'est en avant ou après burnout, doit tenir compte aussi du fait de ce qui s'est passé dans la situation de burnout et que ça compte différentes phases. Ça va permettre à la personne de restaurer la confiance en elle, de restaurer l'image de soi, de remettre du sens, de redonner de l'énergie, de l'enthousiasme, une meilleure gestion du stress et des émotions. Alors, quand est-ce qu'on propose l'accompagnement? Effectivement, comme on a vu, soit on part en phase 1, soit on repart en phase 4, c'est-à-dire au retour au travail. Parce que qu'est-ce qui se passe? Généralement, les personnes ont du mal à vouloir retourner à leur poste parce que quand on est en burn-out, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, on sent que notre corps est épuisé. C'est-à-dire quand on arrive en phase 4, qu'est-ce qui se passe concrètement? Mon corps est épuisé, je ne peux plus rien faire. Je vais voir mon généraliste qui m'envoie chez le psychiatre, qui me met sous antidépresseur, qui me donne un traitement. Alors effectivement, avec les antidépresseurs, c'est beaucoup plus facile, hein, puisque je n'ai pas à travailler sur moi. Et je me dis, ouh là là là, ça fait 4-5 mois que j'ai pris d'antidépresseurs. Le médecin, petit à petit, va diminuer la dose d'antidépresseurs, mais il va falloir retourner au travail. Donc, si je n'ai pas travaillé sur moi, si je n'ai pas appris à gérer mon stress, si je n'ai pas appris à gérer mes émotions, si je n'ai pas appris à me reconnecter à moi-même, à me reconnecter à ce qui a du sens, à remettre une bonne communication interne en moi-même et avec les autres, comment je vais faire? C'est-à-dire que quand je vais retourner à mon emploi, à mon poste, je ne vais pas vouloir y retourner, hein. Je peux avoir un super DRH ou une super DRH, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire non, 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 je n'y retourne pas, je vais retrouver un tel, je vais retrouver un tel qui est comme ça, je vais retrouver celui-là qui va me dire ça, je vais revivre telle situation. Non, non, je n'ai absolument pas envie d'y aller. Donc, c'est vraiment important aussi quand vous allez avoir une personne qui va avoir vécu un burn-out, de lui dire, OK, je te propose, si tu es OK, qu'il y ait un accompagnement qui se mette en place. Parce que les personnes voilà, qui ont ce que je viens de vous dire, hein, qui ont vécu un burn-out, ont vraiment ces craintes et ces incertitudes à revenir. Il n'y a rien qui a changé puisqu'elles n'ont rien changé en elles. Et l'environnement, ce n'est pas l'environnement du travail qui va changer. C'est-à-dire qu'on peut mettre effectivement, avec vous, on peut mettre en place la formation du savoir-être et du leadership qui va changer les choses. Mais l'environnement ne va pas changer. Et comme disait Gandhi, si tu veux voir des changements chez les autres, change-toi d'abord toi-même. Parce que quand tu vas te changer toi-même, tu vas appréhender les choses complètement différemment. Tu vas appréhender ton environnement du travail différemment puisque tu auras appris des choses sur toi, tu auras appris à fonctionner, comment tu fonctionnes par rapport au stress, aux émotions et tu vas plus vivre les choses de la même manière. Donc automatiquement, quand la personne va retourner à son poste, comme elle sera accompagnée, ce sera beaucoup plus facile pour elle. Effectivement, les personnes, c'est nécessaire d'avoir un travail sur soi. Mais vous ne pouvez pas imposer ça à vos salariés qui reviennent suite à un burn-out. C'est vraiment une prise de conscience. Par contre, vous pouvez le proposer pendant que la personne est en arrêt de maladie en disant, voilà, ce que je te propose, si tu veux, est-ce que tu es OK quand tu reviens? Est-ce que tu es OK qu'on mette un accompagnement en place? Cet accompagnement va te permettre, avec une méthode qui va te donner justement les bonnes bases, les bonnes habitudes, tu vas retravailler sur toi. Est-ce que tu es OK pour ça? Et on va y aller petit à petit parce que justement, dans la méthode Respire, qui est l'accompagnement des personnes qui sont soit à la limite de vivre un burn-out, soit qui en ont vécu un, il va y avoir des outils qui vont être proposés. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Mais voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dans 90% des cas, les personnes ne veulent pas retourner au travail. Donc, il est vraiment essentiel de proposer ces accompagnements parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la personne qui va vous demander une rupture conventionnelle et en coût, ça va être beaucoup moins rentable de mettre une rupture conventionnelle que de mettre un accompagnement en place ou des ateliers prévention.
Alors, le coaching de vos collaborateurs avec la méthode Respire, ça dure en moyenne entre 5 à 8 mois. Donc, c'est un coaching qui est en ligne. C'est un coaching où on a 11 séances en individuel et on a 2 webinaires par mois qui sont des webinaires de formation. Avec la méthode Respire, donc la méthode Respire, c'est réveiller l'enthousiasme, la sérénité, la paix intérieure, tout en étant reconnecté à son être, en comprenant comment on fonctionne. C'est une méthode qui a été créée, qui est un résultat de plusieurs recherches, de formation, de pratique, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis formée et que je me forme constamment. Je suis quelqu'un qui adore l'apprentissage, donc je suis constamment en formation, c'est-à-dire que 2 fois par an, je suis tout le temps en formation pour justement voir s'il y a des nouveaux outils qui existent en neurosciences. Je travaille beaucoup aussi en neurosciences, savoir comment le cerveau fonctionne. Donc voilà, c'est aussi des outils que j'apporte à vos collaborateurs. C'est aussi le regroupement de plusieurs enseignements. Cette méthode regroupe vraiment des outils efficaces parce que dans plusieurs techniques, c'est-à-dire la sophrologie, la PNL, le FT ou les neurosciences ou même le coaching, puisque je suis aussi coach pour les particuliers, pour les entreprises, il y a des techniques qui fonctionnent, il y a des techniques qui ne fonctionnent pas. C'est complètement pour moi aberrant de dire je vais vous accompagner avec la sophrologie pour le burn-out. Non, il y a des outils en sophrologie qui fonctionnent, il y a des outils qui ne fonctionnent absolument pas. Ça ne sert à rien de promettre à un coaché ou à quelqu'un qui vient pour se faire accompagner, effectivement, avec la sophrologie, vous allez tout régler. Non, il y a des outils qui fonctionnent, des outils qui ne fonctionnent pas. Et c'est justement ce que j'ai répertorié dans la méthode Respire. Mais encore une fois, comme je vous le disais, c'est vraiment important que la personne se sente impliquée pour pouvoir travailler sur elle. Parce que la théorie, c'est bien, mais sans la pratique, ça ne sert strictement à rien. Sans la pratique, la personne n'a pas besoin de moi. Elle a juste à acheter des bouquins de sophro, des bouquins de PNL, des bouquins de libération des émotions ou en neurosciences, de comprendre comment elle fonctionne. OK, elle aura la théorie, mais elle n'aura pas la pratique. Dans les accompagnements avec la méthode Respire, c'est vraiment une association. Parce que pour moi, et c'est pour ça qu'il y a justement ces webinaires qui sont mis en place et ces accompagnements individuels. Pourquoi? Parce que d'avoir juste des accompagnements en individuel, ça ne sert à rien. On n'est pas des psychologues, c'est-à-dire que la personne aura vu pendant sa période de burn-out ou pendant son arrêt de maladie un psychiatre, un psychologue, elle aura fait un suivi. Là, c'est pas du tout la même manière de travailler, c'est-à-dire qu'on est plus, OK, vous avez trouvé ce qui va pas, comment, peut-être dans votre enfance, votre père, votre mère, ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est OK, vous êtes passé par cette phase-là, on va mettre en place de nouveaux outils, avec de nouveaux outils, de nouvelles habitudes et de nouvelles attitudes pour que vous puissiez reprendre justement cette confiance en vous, remonter en estime de vous-même, parce que savoir pourquoi vous l'avez vécu, ok, ça, la personne l'a fait avec le psychologue, avec le psychiatre. Là, c'est plutôt des outils pour savoir comment on fait pour justement dépasser ça et vivre toutes ces situations-là complètement différemment, beaucoup plus serein, avec beaucoup plus de paix, avec de l'enthousiasme et reprendre ce goût à la vie et cette énergie. C'est-à-dire que si je sais qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai les outils pour gérer telle ou telle situation, la situation peut se présenter, je suis complètement enthousiaste, je suis plus du tout stressée, j'ai plus du tout peur de vivre cette situation. Donc la méthode Respire, on l'a vu, c'est si on est à la limite de vivre un burn-out en phase 1, limite phase 2. Et vraiment, si les personnes ont été suivies par des psychiatres, par des médecins, c'est vraiment du retour à l'emploi pour pouvoir accompagner au mieux la personne. Donc, les retours de nos clients, c'est vraiment, voilà, les personnes nous ont dit sur les accompagnements, j'ai changé ma manière d'être, je suis plus enthousiaste, mais l'ambiance au travail est beaucoup mieux puisque la personne est mieux. Donc, automatiquement, au travail, ça se passe beaucoup mieux. Il y a un meilleur moral, il y a plus d'envie de faire les choses, plus d'envie d'être en lien avec les autres, plus envie de participer, et il y a plus d'envie de mettre des choses, de nouveaux challenges, de nouvelles choses et de nouveaux, parfois aussi, il y a aussi une évolution. La personne a envie d'évoluer puisqu'elle est prête, elle a dépassé cette étape-là, parce que l'étape du burn-out, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Alors, je ne vous la souhaite pas, mais voici quelque part. Parce que moi, j'ai vraiment vu un avant et un après, et je le vois chez mes clients. On me dit toujours, mais Laurence, vous avez raison, le burn-out, il y a un cadeau caché. C'est-à-dire que cette situation, elle ne s'est pas présentée pour rien. Il y a toujours un cadeau caché dans ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'au départ, quand on vit la situation, on le vit mal, on ne sait pas trop, on est là, oh là là, mon Dieu, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi on me punit? Mais petit à petit, quand on a dépassé cet état d'esprit et qu'on se rend compte que dans chaque situation, il y a une expérience et que cette expérience est là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, on comprend que cette étape de burn-out était nécessaire. Et du moment où on est OK pour pouvoir mettre en place de nouvelles attitudes et de nouvelles habitudes, on se rend compte que cette étape de burn-out, c'est quelque chose de magique et qu'on a bien fait de passer par cette étape-là.
Donc, la personne fume moins, elle fait plus d'efforts sur son alimentation, elle se sent mieux dans sa peau, elle a plus conscience de la vision négative qu'elle avait sur elle-même, elle commence à être plus alignée, à gérer les situations qui étaient auparavant difficiles avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de sérénité. Grâce à cet accompagnement, j'ai un client qui m'a dit « j'ai remis du sens dans mon job, j'ai pu évoluer au sein de mon entreprise ». Enfin, j'en ai plusieurs qui m'ont dit ça. Je vous ai vraiment regroupé parce que je ne peux pas tout vous mettre, il faudrait au moins une dizaine de slides avec tous les retours qu'on a eus. Et bon, grâce à cet accompagnement, j'ai remis du sens dans mon job, j'ai pu évoluer en entreprise, j'ai développé de meilleurs rapports et je gère mieux mes émotions. Effectivement, le retour des DRH et des dirigeants, c'est qu'il y a eu une augmentation de la performance au travail, il y a eu une diminution de l'absentéisme, une meilleure gestion du stress, un meilleur rapport avec les collègues, un leadership positif et authentique a été mis en place, une augmentation de la concentration, de l'attention, de la mémoire, de la flexibilité mentale et de la créativité. Il y a eu une diminution de la part de certains de l'impulsivité, une meilleure stabilité émotionnelle, une résistance au stress de la part des collaborateurs, une amélioration de l'humeur, une diminution de la dépression, puisque, on l'a dit tout à l'heure, le burn-out et la dépression ne sont pas du tout la même chose, mais si vous ne gérez pas votre burn-out, le burn-out peut amener petit à petit à une dépression. Et il y a eu une augmentation de la satisfaction de vie au travail et en dehors. Donc, ce qu'on a vu dans ce webinaire, je me dépêche parce que je sais que votre temps est précieux, ce qui se passe dans votre entreprise, qu'est-ce que le burn-out, comment et pourquoi faire de la prévention santé en entreprise et notre vision de la prévention et de l'accompagnement burn-out. Donc, ce que je vous propose, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble et qu'on aille plus loin ensemble, vous allez recevoir avec le replay un lien pour prendre rendez-vous. Bien sûr, vous pouvez me contacter directement par téléphone, mais le mieux, c'est de pouvoir positionner un rendez-vous. Vous allez avoir vous allez être rebasculé sur un lien pour une prise de rendez-vous. Pendant ce rendez-vous, on peut parler aussi bien de vos besoins en tant qu'entreprise, mais également si vous avez envie de vous faire accompagner vous-même, si vous avez envie justement, vous comprenez que vous êtes peut-être dans une des phases et que vous avez besoin d'un accompagnement, à ce moment-là, ce rendez-vous est aussi bien pour les DRH, managers, dirigeants que pour les personnes qui ont envie de mettre en place tout ça pour leurs collaborateurs ou pour eux-mêmes. Donc voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Encore une fois, merci de votre compréhension par rapport au fait qu'on n'était pas dans un webinaire habituel comme d'habitude et qu'on était plus dans une réunion. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez pu écrire vos questions? Alors, je regarde. Est-ce que vous avez une ou deux questions que je puisse y répondre? Non, pas de questions. Alors, je pense que tout a été clair. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur le lien qui vous sera donné aussi. OK, merci Sylvie. Pas de questions. Merci pour cette présentation. OK, je vous souhaite à tous et à toutes une très, très belle journée. Désolée parce que j'ai dépassé, mais voilà, et encore une fois, désolée pour la technique. C'est pas trop mon fort. Mais je vous souhaite à tous et à tous une très belle journée, une très belle année 2021 et retournez à votre poste rempli d'enthousiasme, de joie, de sérénité. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.